Ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le ministre conseiller juridique, les différentes autorités en leur grade, rang et qualité, et les différents participants, les différents invités. Je remercie tout le monde et je remercie également particulièrement la commission scientifique à travers son président, le professeur Gueye, ainsi que les autres membres. Je remercie également notre doyenne, qui n'aime pas qu'on l'appelle madame, mais qui préfère Tata, Dior Falso, qui est une personnalité éminente de la magistrature. Elle est connue pour avoir été la première procureure du Sénégal à Saint-Louis, et elle a suscité en cette qualité beaucoup de vocations au niveau des femmes. Je salue également le président du comité scientifique ainsi que tous les participants. Donc notre commission qui portait sur la modernisation avait une particularité assez singulière parce qu'il y avait beaucoup de diversité dans la composition. Il y avait des religieux, les représentants de khalifes généraux, il y avait les représentants de partis politiques, les artistes, des magistrats naturellement, des avocats, des professeurs de différentes universités, l'université virtuelle, l'université Cheikh Anta Diop, l'université Assane Seck de Ziguinchor. Il y avait également les cadis qui étaient représentés, il y avait les stylistes. Donc, bref, une très grande diversité. Et la présidente a tenu à ce que tout le monde s'exprime. Déjà, dans la première commission, en plénière, on a donné la parole à tout le monde pour la présentation. Et après, il y a eu un premier débat. C'est à la suite de ça qu'on a décidé de travailler dans deux sous-commissions. Mais en liminaire, le principe qui a constitué la lame de fond des deux commissions, c'était fondé sur une triptyque: rupture, modernisation et innovation. À travers cette triptyque, on a voulu préconiser des recommandations fortes, des recommandations innovantes qui devraient permettre d'aller vers une justice de rupture, une justice qui va mettre le citoyen au cœur de son action, une justice qui va davantage faire respecter les droits des citoyens, les droits et libertés des citoyens, une justice réconciliée avec ces populations, une justice qui va protéger, qui va lutter plus efficacement contre le blanchiment, contre la corruption, contre les infractions financières de manière générale, et une justice qui va assurer également la défense du citoyen et du justiciable en lui permettant d'accéder dans des délais raisonnables à ces différents droits. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place deux sous-commissions. La première commission était chargée de traiter les imaginaires, les infractions, la détention, l'exécution des décisions de justice, de réfléchir également sur les lanceurs d'alerte et d'en finir avec la protection de l'enfance. La deuxième commission devait travailler également sur les imaginaires, parce que les imaginaires sont transversaux. Ensuite, devait travailler sur les acteurs, sur les organes et sur les usagers qui, au finish, sont destinataires de toute cette organisation. Donc, dans la méthodologie à l'interne,
Pour chaque sous-commission, naturellement, il y avait un président et un rapporteur. Les deux commissions étaient dirigées, la première par le vice-président, le professeur Tidiane Ndiaye, et l'autre commission était dirigée par Aïssatou Kanté. Et ils avaient comme rapporteur Birahim Seck et l'inspecteur Sarr, le directeur de l'ENAP. Donc dans ces commissions également, intenses. Parfois, sur certains points, il y avait des désaccords, mais au finish, les débats ont été très, très enrichissants. Il y a certains qui ont même changé de regard sur la justice en touchant du doigt les réalités dans lesquelles les juges travaillaient et les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Donc, dans les différentes commissions, dans les commissions on travaillait, on a mis le focus sur les différentes thématiques, mais sur trouver un consensus sur des recommandations fortes, mais surtout sur l'imaginaire. Il y avait une volonté exprimée de décoloniser la justice en essayant de gommer toutes les scories qui traversent son fonctionnement. Seront décrites dans les recommandations qui vont suivre. Mais en tout cas, les points de convergence, c'est qu'il faut aller vers un conseil supérieur autonome. Donc l'autonomisation également du juge de l'application des peines. Il faut comprendre à ce niveau que du fait du nombre réduit de magistrats, présentement on a 530 magistrats. Donc les magistrats exercent plusieurs fonctions. Et le JAP, c'est une fonction qui est exercée à côté d'autres fonctions. Souvent le juge, il est juge civil, il est juge correctionnel, il est juge criminel. Il a plusieurs casquettes et en plus de ça, il exerce les fonctions de JAP. Pour une plus grande efficacité, la Commission est d'accord pour une autonomisation du JAP, du juge de l'application des peines, pour qu'il puisse faire son travail de manière optimale et efficace. Également, comme point fort, tout le monde est d'accord pour qu'on institue le juge des libertés et de la détention. Là également, c'est une recommandation forte qui fait l'objet d'un consensus, qui fait l'objet d'une longue demande, d'une longue attente. Je pense que l'autre groupe en a parlé. Notre groupe, les deux commissions dans leur entièreté, adhèrent à cette proposition et à cette recommandation. Améliorer les conditions de prise en charge du justiciable à l'accueil du détenu
des usagers, des victimes, bref, améliorer en tout cas l'accueil, l'orientation du justiciable, sa prise en charge. Autrement dit, je reviens à un point fort de la rupture, c'est que le citoyen doit être placé au cœur des préoccupations. Il faudrait que véritablement la satisfaction de ses besoins soit prise en charge par la justice et les services qui en dépendent. L'autre point de consensus, c'est la dématérialisation des procédures et la numérisation des archives. Donc c'est en fait un préalable de la digitalisation. Il faut véritablement une numérisation pour sauvegarder la masse de pièces qui est traitée depuis l'état civil, parce que l'état civil c'est au niveau de la mairie, au niveau des juridictions, mais souvent c'est des pièces qui sont laissées en rade après, mais qui sont extrêmement importantes dans le processus judiciaire. Naturellement, il y a des points d'achoppement où on n'a pas pu trouver un consensus. Il y a eu des opinions qui se sont exprimées de part et d'autre. C'est le cas du délit d'offense au chef de l'État. D'aucuns ont préconisé sa suppression, motif pris de ce que c'est une survivance du crime de lèse-majesté et que c'est une vieillerie qu'il faut gommer. D'autres ont estimé que dans le contexte de notre société, il était important de préserver l'institution du président de la République. Peut-être qu'il faudrait recadrer davantage ce délit. Mais c'est un point qui n'a pas fait l'objet d'un consensus. Les avis étaient partagés entre la suppression purement et simplement de ce délit et son encadrement et son maintien. Il y avait également une divergence sur la correctionnalisation du viol. Certains spécialistes ont estimé que la criminalisation excessive de certaines infractions avait entraîné une surcharge des cabinets et allongé la durée des détentions. C'est le cas de la criminalisation du trafic de drogue et du viol. Mais en tout cas, pour le viol, si la correctionnalisation pour la drogue est acceptée, celle du viol ne l'a pas été. Il y a eu toute une discussion autour du délit d'outrage fait à magistrat. Mais là, on a estimé que la loi était suffisamment claire, parce que la préoccupation de certains intervenants, c'était de limiter cette infraction quand un magistrat est attaqué de manière individuelle, mais que les citoyens devraient avoir le droit de critiquer la justice en tant qu'institution. Mais les acteurs ont expliqué que la loi était suffisamment claire, elle ne souffrait pas d'interprétation. Il est bien spécifié que l'infraction, c'est l'outrage fait à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Donc le texte était clair, mais en tout cas, celui qui avait soulevé la question n'était pas convaincu, malgré le texte qui lui a été lu. Donc c'est des points, il fallait dans la restitution parler de ces points d'achoppement. Donc relativement aux recommandations principales maintenant. Donc pour les imaginaires, les participants ont préconisé de décoloniser la symbolique de la justice dans
ses robes, ses rituels, et dans l'approche, dans son référentiel, etc. Et qu'il fallait sensibiliser les citoyens sur le fonctionnement de la justice et le déroulement de ces différentes procédures. Donc il y a un besoin très fort auprès des justiciables de mieux comprendre le fonctionnement de la justice dans son rituel, dans ses procédures, dans ses recours et dans son langage. On a vu avec les problématiques qui se sont posées ces dernières années et tout récemment, comment les citoyens se sont appropriés des notions telles que le retour de parquet, telles que l'appel, telles que le pourvoi, même des problèmes constitutionnels. Moi, je pense que parfois, on apprend dans les périodes de crise et je pense qu'il y a eu une appréciation, une appropriation de la justice et de l'importance de la justice à travers certains dossiers. Les gens se sont appropriés certains termes et ont vu l'intérêt et l'importance d'une justice dans le fonctionnement de la démocratie. Donc la sensibilisation est d'une importance capitale et pour cela, la Commission a préconisé une sensibilisation qui va expliquer le fonctionnement de la justice, le rôle des différents acteurs, les huissiers, les notaires, les greffiers, les magistrats, le parquet et certaines procédures les plus usuelles. Il y a lieu de faire une sensibilisation dans ce cadre-là. Relativement aux infractions, il a été préconisé l'extension de la compétence des maisons de justice vers certains délits. Il est évident que présentement, les maisons de justice peuvent faire de la médiation-conciliation dans certains petits délits. Mais on a estimé qu'il fallait étendre, vu leur succès, à des infractions telles que l'abus de confiance et l'escroquerie, mais limitées à un certain niveau, peut-être pour des escroqueries et des abus de confiance portant sur des montants ou des objets pas d'une très grande valeur. Peut-être on peut étendre la compétence des maisons de justice pour désengorger un peu les juridictions sur ces infractions. Étant entendu que sur le plan correctionnel, les infractions les plus courantes qui sont traitées, la plupart des contentieux concernent l'escroquerie et l'abus de confiance, après les drogues dans leurs différentes déclinaisons, la détention, l'usage et le trafic, etc. En tout cas, c'est une recommandation de ce point de vue. Renforcer les compétences des magistrats sur la protection juridique des inventions et les spécialiser dans le traitement de ces catégories d'infractions. Il s'agit de toutes les infractions consistant à la violation de la protection des droits d'auteur, etc. Donc la contrefaçon, donc c'est souvent une spécialité qui n'est pas très bien maîtrisée d'après les participants. Donc il y a lieu de renforcer la formation, au besoin de spécialiser les juges dans le traitement de ces infractions. Renforcer les sanctions contre les auteurs d'accidents de la circulation. Durcir les conditions de délivrance des permis de conduire. Bon, tout le monde convient avec nous que ces dernières années, il y a beaucoup d'accidents d'une très grande gravité, mais ayant comme lame de fond une certaine permissivité dans le contrôle
et dans la délivrance des permis de conduire. Donc, la Commission recommande un durcissement des conditions et des conditions de délivrance et de la sanction. Criminaliser l'escroquerie foncière. Légiférer sur les questions foncières pour éviter son bradage, donc le bradage du patrimoine foncier, et interdire le titrage des domaines agricoles, sécuriser l'exploitation agricole et exiger au besoin la détention de la nationalité. Donc ça également, c'est des mesures fortes, véritablement pour éviter la déprédation foncière et le cannibalisme de nos terres. Donc éviter le titrage, c'est-à-dire le domaine foncier agricole, éviter que ça fasse l'objet de titres de propriété, j'explique un peu parce que c'est un peu délicat, c'est-à-dire mettre des titres fonciers sur des grands domaines agricoles. Le bail peut suffire, mais le mettre des titres fonciers, c'est les sortir du patrimoine national, parce qu'imaginez un étranger qui fait un titre foncier sur un domaine important, demain, ce domaine peut entrer dans le patrimoine de sa famille, etc. En tout cas, la recommandation consiste à éviter autant que faire se peut le titrage de ce domaine. Prévoir des peines d'amende pour les fumeurs de chanvre indien. Là également, on a estimé que certainement la place de simples fumeurs de chanvre indien, ce n'était pas la prison. Et que peut-être des peines d'amende pourraient suffire. Criminaliser le convoiement de migrants et prévoir des mesures alternatives pour les candidats à l'immigration irrégulière. Rendre cohérent le régime de responsabilité civile dans le Code de la famille avec le Code pénal et le Code de procédure pénale, ainsi que le COCC. Il y a un problème au niveau de la responsabilité civile et il y a des problèmes de cohérence qu'il faut corriger. Sur la détention, construire des crèches et des salles d'allaitement dans les centres d'établissement pour femmes. C'est un problème réel, surtout avec les femmes qui ont des enfants, mais ce n'est pas seulement que pour les détenus, c'est également le cas pour les agents de l'administration pénitentiaire qui ont des enfants et ça peut en tout cas améliorer les conditions de détention. Favoriser des mesures d'aménagement des peines et les peines alternatives à l'incarcération en rendant autonome le JAP. Donc on avait déjà fait, j'en avais parlé dans les recommandations fortes, véritablement, on a considéré que c'était une recommandation phare parce que c'est une nouvelle fonction qui existe depuis 2001, mais qui tarde à jouer pleinement son rôle et qui peut être un acteur extrêmement important si son autonomisation est accompagnée par des mesures telles que disposer d'un budget. Il y a un budget déjà, mais le budget est souvent très faible, mais c'est parce qu'il n'a pas suffisamment de décharge de travail par rapport à ses autres responsabilités. Interdire, là c'est une interdiction formelle, interdire les retours de parquet et les retours d'instruction. On a estimé que c'est une pratique illégale
à bannir parce que c'est des dispositions qui vident totalement de leur sens les dispositions qui réglementent la garde à vue. Humaniser les conditions de détention par la construction de prisons répondant aux normes standards. Donc là également, il y a une série de mesures qui sont préconisées, notamment l'humanisation va se traduire par la construction de prisons aux normes avec des centres des centres de premier accueil. Ça n'existe pas pour le moment. Donc le détenu le délinquant primaire est projeté directement dans la réalité de la détention carcérale sans préparation et les centres de premier accueil peuvent y pallier. Mais également mettre en place des UVF, des unités de vie familiale, ça c'est pour les longues détentions. Les détenus qui se comportent bien peuvent aller dans ces centres de vie familiale pour se regrouper avec leur famille pendant une semaine, 3 jours, selon l'administration pénitentiaire, selon leur bonne ou leur bonne conduite. Restituer la prison de Sébikotane à l'administration pénitentiaire et lui rendre sa fonction initiale. Ça, c'est un premier problème sérieux qui nécessite un traitement d'urgence parce que le centre de Sébikotane est un centre de détention de 2500 places qui est déjà prêt à 90%, mais que les autorités anciennes, les autorités sortantes, avaient décidé de rétrocéder à la gendarmerie. Les acteurs ont considéré, les participants ont considéré que cela n'allait pas favoriser le règlement de la surpopulation carcérale et qu'il fallait rétrocéder ce centre-là qui était dans le programme prioritaire de modernisation des édifices de la justice, rétrocéder ce centre-là à la DAP pour ne pas que les objectifs qui sont escomptés dans ce programme ne soient atteints. Rattacher le centre de surveillance électronique à la direction générale de l'administration pénitentiaire. Là également, pour le moment, le centre qui est géré exclusivement par les agents de l'administration pénitentiaire et qui dépend techniquement de l'administration pénitentiaire est rattaché à la DACG. Les participants, pour plus d'efficacité, estiment que c'est un centre qui doit être rattaché à l'administration pénitentiaire, d'autant plus qu'en cas d'évasion, c'est l'administration pénitentiaire qui est considérée comme responsable. C'est-à-dire celui qui se déleste de son bracelet électronique, c'est l'administration centrale. Donc il y a un point sur l'humanisation important et qui doit faire l'objet d'une innovation, c'est-à-dire interdire la fouille de corps en mettant en place des portiques dans les 37 établissements pénitentiaires du pays. Donc pour ce qui est en définitive, sur la détention, la recommandation finale, c'est de prendre des mesures urgentes, immédiates, pour un véritable désengorgement, en utilisant au besoin toute la palette qui s'offre à l'administration et à l'État, les mesures de grâce présidentielle, les mesures de réduction de peine, etc. Mais en tout cas, il y a urgence à désengorger de manière sensible et importante les lieux de détention. Cela pourrait marquer la volonté
de rupture des nouvelles autorités. Pour le point relatif à l'exécution des décisions de justice, mettre en place un véritable service d'exécution des peines, renforcer la commission d'indemnisation, suspendre les poursuites pénales initiées contre les femmes en état de grossesse jusqu'à leur délivrance, sensibiliser les populations sur l'existence de la commission d'indemnisation. La commission d'indemnisation est logée à la Cour suprême, mais son fonctionnement, les décisions qu'elle a prises, la procédure qui est suivie ne sont pas connues du grand public. En tout cas, pour le moment, ce qui est prévu dans cette commission d'indemnisation, elle est réservée aux détenus qui ont bénéficié d'un acquittement, d'une relaxe pure et simple ou d'un non-lieu. Donc la commission avait préconisé que cette indemnisation soit étendue aux détenus dont la détention dépasse largement la peine prononcée. Dans notre groupe, il y a un ex-détenu qui a exposé un cas qui nous a fait penser à cette recommandation. Il a fait 10 ans de détention préventive pour une peine prononcée de 4 mois. Ça veut dire qu'il a perdu 9 ans de sa vie. Donc, le dispositif actuel ne permet pas une indemnisation. Donc, une chose est d'expliquer le dispositif de la commission d'indemnisation qui est logé à la Cour suprême, et une autre est d'étendre l'indemnisation vers cette catégorie de détenus. Donc, ces 2 recommandations qui ont été faites dans ce cadre-là. Pour l'exécution des décisions de justice, mettre en place, comme je l'ai dit tantôt, un véritable service d'exécution des peines. Ce service n'existe pas dans beaucoup ou n'existe plus dans beaucoup de juridictions. Finalement, la machine tourne à vide. Si des décisions sont prises après un long processus et qu'il n'y a pas d'exécution des peines ou d'exécution tout court, la machine a tourné à vide parce que le citoyen a une décision mais n'obtient pas satisfaction. Or, dans notre langage courant, on dit « atte bor fay », mais fay su amul, le citoyen n'est pas entré dans ses droits. Donc, c'est un service extrêmement important qu'il faudra l'équiper et le rendre fonctionnel dans toutes les juridictions. Et ce sera même un gain pour l'État. Toutes ces amendes-là qui ne sont pas exécutées, donc qui sont perdues, s'il y a un véritable service d'exécution des peines, l'État peut récupérer beaucoup de fonds dans ce domaine. N'est-ce pas? Donc, appliquer les circonstances atténuantes pour les femmes auteurs d'infanticide dans les cas de viol ou d'inceste ou de viol, qu'on leur fasse bénéficier de larges circonstances atténuantes. Mettre dans les juridictions le service. Voilà, donc c'est toujours une recommandation allant dans le sens de renforcement et de l'extension des services d'exécution des peines pour faciliter l'exécution de toutes les décisions. Veiller à l'application effective des décisions de justice en instaurant le système d'accueil, d'information et de suivi. C'est-à-dire qu'on a vu par le passé un réel problème dans l'exécution des peines, tant des peines pénales que des autres peines.
Véritablement, la force d'un État, c'est l'exécution de ses décisions de justice. Donc, on doit mettre en place un dispositif qui puisse rendre effective l'exécution des décisions de justice. C'est un problème auquel notre dispositif judiciaire est sérieusement confronté. Il faudra y trouver une solution urgente, efficace et rapide. Favoriser l'accès à l'information, donc ça c'est pour les lanceurs d'alerte. Renforcer la protection des données personnelles, donc protéger les lanceurs d'alerte, ça ne veut pas dire également leur donner une licence pour s'en prendre à l'honorabilité des gens. Donc, il y a nécessité de protéger les données personnelles. Établir une collaboration entre les lanceurs d'alerte et les forces de défense et de sécurité. Rattacher les lanceurs d'alerte à des institutions comme l'OFNAC, etc. C'est-à-dire ne pas aller dans son compte et s'en prendre à tout va aux uns et aux autres. La Commission souhaite que les lanceurs d'alerte puissent s'adresser à des organes dédiés. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, monsieur le grand procureur, dans ses dernières fonctions, il était premier avocat général à la Cour suprême, avait déjà annoncé un projet sur la protection des lanceurs d'alerte à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je pense que les recommandations issues de cette commission pourraient être prises en charge dans le processus législatif. Le 6e point, qui a terminé les travaux de la première sous-commission, concernait la protection de l'enfant. De ce point de vue, on a demandé la finalisation et l'adoption du Code de l'enfant pour un cadre unique de toutes les dispositions qui protègent l'enfant. Ne pas mettre les mineurs avec les majeurs dans les caves, donc éviter de les mettre ensemble et dans les caves et dans les autres lieux de garde à vue. Renforcer le contrôle pour lutter contre les bars clandestins, la location de véhicules et d'appartements meublés pour des mineurs. Ça aussi, c'est des nouveaux fléaux qui gangrènent la banlieue surtout, et certains quartiers. Il y a une forte tendance des mineurs qui vont vers des bars clandestins avec des drogues, des alcools qui coûtent pas cher, 100 francs, 200 francs, etc. Donc, véritablement mettre une politique de lutte efficace contre ces dérives qui mettent en danger nos enfants. Sensibiliser sur l'utilisation de l'image des enfants dans les réseaux sociaux. Également, le droit à l'image de l'enfant doit être davantage protégé. Instituer une administration de la justice pour mineurs dans les délais les meilleurs. Il y a certes une direction dédiée, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a toujours des problématiques qui demeurent, qui demandent un organisme beaucoup plus transversal, parce qu'il y a beaucoup de ministères qui s'occupent de l'enfance, mais il n'y a pas un cadre unitaire pour une synergie d'action. Renforcer les mesures de contrôle pour éviter l'achat d'alcool par les jeunes, surtout dans les grandes surfaces. Là également, il y a quelque chose à faire de ce point de vue. Donc, pour la deuxième commission, les principales recommandations pour
Les imaginaires, donc le constat est le même, donc je ne vais pas y revenir. Il y a lieu de former les magistrats aux sciences humaines et sociales pour mieux prendre en compte l'anthropologie, pour mieux prendre en compte l'imaginaire. Les magistrats y sont déjà, parce que ceux qui exercent dans certaines localités prennent en compte les réalités, même si la langue officielle c'est le français. Pour ceux qui sont habitués au prétoire, souvent les magistrats prennent en compte les réalités sociales, mais il faut le renforcer pour que les réalités socioculturelles soient mieux prises en compte dans l'œuvre de distribution de justice. Donc c'est pourquoi il a été préconisé l'usage des langues locales, mais surtout la traduction des codes les plus usuels dans les langues nationales pour un meilleur accès. Donc il y a lieu de revoir les tauges, repenser les perceptions, représentations, etc. Il y a déjà un début, la Cour des comptes, par exemple, ils ont adapté leur tauge. Je pense qu'au niveau du Conseil constitutionnel également, il y a eu des changements de robe à plusieurs niveaux, mais en tout cas, il y a nécessité d'adapter certaines choses aux réalités du pays. Pour les acteurs de la justice, augmenter les effectifs du personnel et tout. Tout le monde a constaté le déficit abyssal qu'il y a à tous les niveaux. À titre illustratif, je l'ai dit tantôt, on a 530 magistrats, alors que si on devait déployer entièrement notre carte judiciaire, rien que sur les effectifs prévus par les textes qui organisent l'organisation judiciaire, il faut un minimum de 1500 magistrats. Et on demande la création d'autres, tels que le JLD, l'autonomisation du JAP. On a 472 greffiers, alors que l'effectif standard, c'est 2 greffiers pour un magistrat. Vous voyez le déficit. Les magistrats sont même plus nombreux que les greffiers. Et les recrutements ne règlent pas le problème parce que tout récemment, il y a eu une entrée de 35 magistrats. En décembre 2023, on était à 542 magistrats. L'entrée des 35 magistrats n'a pas, au lieu d'augmenter le chiffre, on a eu une baisse. Donc de 2023 à 2024, on est passé de 542 à 530 magistrats. Donc vous voyez que le problème est véritablement un problème sérieux. Le déficit est valable dans tous les corps qui interviennent dans la justice. Donc il va falloir véritablement avoir un plan ambitieux de recrutement en personnel. Harmoniser la gestion des ressources humaines. Oui. Donc voilà, il y a une série de recommandations qui recoupent un peu les recommandations de l'autre groupe. Harmoniser les textes pour une gestion efficace du système judiciaire. Donc il y a une série de recommandations concernant le personnel. Mieux intégrer les cadis dans le processus judiciaire. Mettre en place un programme de construction d'édifices et d'infrastructures équipés et aux normes et effectivement doter les personnels de tous les équipements nécessaires pour un meilleur fonctionnement de la justice. Pour les organes de la justice, naturellement, il y a le Conseil supérieur de la magistrature, encadrer la durée des affectations des magistrats,
s'appuyer sur des outils pour définir les critères. Donc là, c'est des critères, la demande de critères objectifs pour la nomination, pour plus de transparence, doter le CSM d'une véritable administration chargée de préparer les propositions, suivi des dossiers et de la carrière des magistrats, et pour garantir une plus grande transparence. La non-participation du président de la République et du ministre de la Justice au CSM, faire du CSM une institution de la République, l'ériger en autorité administrative indépendante, ouvrir le CSM à certains corps, à d'autres corps, définir clairement des critères qui président à la nomination. Donc voilà, c'est les recommandations principales sur le CSM. Pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, donc aller vers une Cour constitutionnelle avec une composition diversifiée. Pour la Cour suprême, réduire les délais d'intervention de la Cour suprême, rendre les rabats d'arrêt suspensifs, publier les décisions de la Cour suprême, rendre effective la collaboration institutionnelle entre les professeurs et cette haute cour. Donc, pour ce qui est de la Cour des comptes également, des préconisations sont faites, harmoniser les garanties statutaires entre la magistrature judiciaire et les magistrats de la Cour des comptes, procéder par appel à candidature pour les hautes fonctions, etc. Pour les usagers, globalement, c'est mettre les usagers au cœur du dispositif. Donc, il y a une série de recommandations, dont, entre autres, construire un centre de protection sociale pour mineurs, enlever les hypothèques forcées supportées par les comptables publics, impliquer les imams, les cadis sur les questions relatives à l'état civil, à l'état des personnes, rattacher les cadis aux cours d'appel pour l'utilisation du serment sur le Coran, mettre en place des médiateurs sociaux et judiciaires. Voilà, grosso modo, en résumé, les différentes propositions, étant entendu que les propositions sont beaucoup plus longues et beaucoup plus détaillées dans le document qui sera annexé au rapport final, non seulement les rapports des deux sous-commissions, mais le rapport plus élaboré du rapporteur général, ce rapport que j'ai lu étant un résumé, mais le temps nous étant compté, on ne peut pas les lire dans leur exhaustivité. Ce qui est important, c'est qu'on a voulu faire des recommandations fortes pour qu'on aille vers une justice véritablement de rupture qui place le citoyen au cœur du dispositif et que les différentes péripéties qu'on a eu à traverser, qu'on aille, comme l'esprit du dialogue l'a préconisé, qu'on aille vers une justice réconciliée avec elle-même d'abord, mais réconciliée avec les justiciables au grand bonheur des populations sénégalaises au nom de qui la justice est rendue et pour que le président qui suscite en sa personne ainsi que les acteurs et toutes les équipes qui l'accompagnent, que le Sénégal continue à briller au frontispice des nations. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention.
Merci beaucoup au juge Cheikh Tidiane Lam, rapporteur de la commission modernisation, et à Madame Dior Fall Sow, la présidente. Je vais maintenant ouvrir une liste de prises de parole avec en priorité nos amis de Réforme. Une toute petite alors. D'accord. Où est le micro? Diabel, hein?